Et donc, du coup, je vais en voiture, moi, de La Foulie à Champais. J'arrive à Champais à l'heure prévue, hein. Donc, eux, ils faisaient le petit-déj et normalement, je devais arriver en courant. Là, j'arrive en voiture et du coup, tout le monde est déçu. Et dans l'après-midi, la petite qui pleure et pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je voulais que tu finisses la course, je voulais pas que tu arrêtes. Et dit avec toute la sincérité et l'émotion d'une petite fille, bah, c'est quelque chose qui marque énormément. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, bah, mon investissement dans le trail impliquait dans leur vie. Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Trail, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un athlète et coordinateur de la team Oka Oneone, avec un des palmarès les plus impressionnants et un des historiques les plus chargés de la planète trail. Ce détenteur d'un doctorat en génie civil et ingénieur en bâtiment de formation est l'un des piliers et l'une des références dans le milieu. Nous allons évoquer ensemble son parcours sportif depuis son passé de cycliste de haut niveau, jusqu'à son arrivée à sa première vraie saison dans le trail en 2007, lors de laquelle il remporte rien de moins que la CCC et le Tour des Glaciers de la Vanoise. Dès lors, il affiche une régularité des performances impressionnantes et a remporté à 2 reprises le Grand Raid de la Réunion en 2009 et 2011. Mais en 2011, il remporte également rien de moins que la Hard Rock, le Mute en 2014, le Verbier X Alpine en 2019 ou plus récemment, il est vainqueur de l'Ultra Trail de Montjuïc en 2020. Nous parlerons également de son rôle au sein de la marque Oka en tant que capitaine d'équipe, de son activité d'organisateur de stage trail, de conférencier et de bien d'autres sujets. Je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Julien Chaurier. Ce soir, je suis avec Julien Chaurier. Salut Julien, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Un grand merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de partager sur cette passion qu'est le trail. C'est normal. Julien, est-ce que tu pourrais, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, donc bien que je l'ai fait quand même dans la présentation en intro, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Qui est Julien Chaurier? Julien Chaurier, c'est un Savoyard de 40 ans, passionné de trail et d'ultra-trail depuis maintenant une quinzaine d'années et qui a toujours aimé les sports d'endurance avec, avant cela, du vélo. Dans mon podcast, j'aime bien commencer par le début, euh, ce qui est somme toute logique. Est-ce que tu peux nous donner l'environnement dans lequel tu as grandi, tes parents, des frères, des sœurs, l'endroit dans lequel tu as grandi, s'il te plaît? Moi, j'ai toujours resté quasiment dans la même région, hein, entre Savoie et Isère. Donc, dans une famille, on va dire, assez classique, où j'ai 2 petites sœurs et un papa sportif avec qui j'ai toujours partagé des petites balades en montagne, des sorties vélo, mais pas du tout orienté vers la performance et la compétition. Et d'ailleurs, j'ai pris mes premières licences en vélo, je devais avoir 18 ou 19 ans. Donc, quasiment aucune compétition avant cela. Pas du tout plongé dans l'esprit compétitif. Tu avais des frères, des sœurs. Tu as des frères, des sœurs. Tu as grandi Ben, dans ce contexte-là ou pas? oui, j'ai 2 petites sœurs là, qui ont 3 ans et 4 ans de moins que moi, Mhm. donc qui étaient très proches l'une de l'autre et moi j'étais assez autonome de mon côté. D'accord. Et donc tu disais les parents sportifs, pas basés sur la compétition, quoi. Non, pas du tout, ça a toujours été de la rando vélo, rando VTT, rando à pied, mais sans jamais voir plus loin ou la volonté d'aller vite. Et ça m'est venu après, plus tard et du coup, ce choix m'a fait prendre ma première licence, ouais, j'ai 18-19 ans. Mhm. Tu étais comment petit? Tu étais introverti, on va dire, c'est un mot un peu galvaudé aujourd'hui, hyperactif ou un petit garçon normal? Je pense que c'était à la fois un peu des 2 dans le sens où je pense que j'ai toujours été quelqu'un
d'assez introverti et timide, mais avec pas mal d'énergie à évacuer. Et c'est vrai que je revois à travers mes filles ce que j'étais quand j'étais petit. Je revenais de l'école, je prenais mon petit vélo et je faisais des tours de la maison en vélo. Donc il y avait ce besoin d'évacuer de l'énergie que peut-être j'emmagasinais à travers une certaine timidité. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la scolarité, comment ça se passe? Quel élève tu étais euh, dans les premiers temps? Ah bah c'est assez variable et c'est assez rigolo quoi. Mon parcours, c'est que j'ai été un élève moyen ou correct, primaire, collège, tout va bien. Lycée, ça devient compliqué. Le bac passe ras les pâquerettes. Mais derrière, je fais un IUT où là, je m'éclate en IUT. Je trouve ça intéressant et bien. Et en Mhm. même temps Quel IUT tu fais? c'était un IUT en thermique et énergie. D'accord. Moi j'ai fait IUT GE2I, Donc, tu vois, donc d'accord. je vois à peu près. Et ouais. Et du coup, cette UT, vraiment, où ça devient un peu de la science appliquée, ça m'a bien plu. En parallèle, j'ai commencé à faire du vélo et je sors de l'IUT dans les premières places et ça me permet d'intégrer une école d'ingénieur dans la foulée. En école d'ingénieur, les projets étaient intéressants. Sur le projet de fin d'études, était proposé par une entreprise qui derrière finançait une thèse et qui avait envie vraiment de bosser avec moi. Donc j'ai poursuivi 3 années de plus sur cette thèse, sur l'analyse du risque incendie sur les bâtiments de construction. D'accord. Et voilà, j'étais pas parti pour faire spécialement des études longues, mais je me suis fait embarquer. Et le côté du doctorat me plaisait bien parce que l'enseignement m'attirait beaucoup. Et à la base, c'est pour ça que je m'étais orienté là-dedans. Mais je suis pas allé vers l'enseignement et je suis allé travailler après dans le privé. Tu passes un diplôme d'ingénieur, c'était précisément quoi comme diplôme d'ingénieur que tu avais, que tu as passé? C'était un diplôme d'ingénieur en génie civil, en bâtiment, spécialisé en bâtiment. Pour revenir sur la partie doctorat, donc tu disais c'est après ton école d'ingénieur que tu veux faire ce doctorat. Alors pour moi, bêtement, je pensais que le doctorat c'était que les docteurs, mais bien évidemment que non, c'est pas que les docteurs en médecine. Le doctorat, ça, tu disais, ça a pris 3 ans après l'école d'ingénieur, donc on est à bac plus 8. Bac plus 8, tout à fait, ouais. Mhm. C'est 3 années de recherche appliquée dans un domaine. Et donc avec, comme en médecine, hein, il y a une thèse à présenter et devant un jury pour valider notre diplôme. Tu peux préciser un petit peu le sujet de la thèse? Ça m'intéresse. Le sujet de la thèse, je travaillais sur de la simulation de propagation d'incendie dans les bâtiments. Mhm. Et donc derrière, avec des modèles de feu, des modèles de fumée, de regarder les mesures qu'on pouvait mettre en place au niveau des barrières, des systèmes d'alarme pour essayer de minimiser les impacts Mhm. et à la fois sur les personnes en nombre de décès et en termes de coûts. Donc voilà, c'était pas mal de simulations numériques multifactorielles pour essayer de, de recréer, on fait dire, la complexité d'un incendie à travers un modèle. Ça, tu l'as fait en parallèle, en accord avec une entreprise? Tout à fait, c'était une thèse avec un financement qui s'appelait un financement CIFRE. Donc c'était une entreprise qui me payait. J'étais en CDD payé par cette entreprise pendant les 3 ans, tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce que ça engendre derrière le fait que tu sois docteur en génie civil? Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ça engendre quoi? Non, c'est le bon terme. Derrière, ça m'a permis de travailler justement dans cette entreprise qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment sur un poste en recherche et développement. Mhm. Et voilà, et d'être impliqué dans des projets, on va dire, nationaux, européens, internationaux, pour l'évolution des normes de construction, des qualités des produits, et voilà, plein de choses qui étaient et qui sont toujours très intéressantes. Donc là, tu t'es aiguillé après ce doctorat dans la recherche. Tu as quel âge à cette époque-là quand tu sors du doctorat? Je dois avoir
25-26 ans. Donc premier pas Et professionnel. Enfin oui et non, puisque dans le doctorat, j'allais dire premier pas professionnel, mais oui et non, puisque dans le doctorat, mais tu presque, travaillais. c'est ça, ouais, ouais. Oui, parce que, tant que je dise pas de bêtises, 98, 2000, 2003. Ouais, c'est ça, oui, c'est à peu près 2006. Donc c'est après, c'est vraiment la vraie vie, on va dire, professionnelle à 100%. C'est tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est à ce moment-là, à la fin de ce doctorat, que j'ai arrêté de faire du vélo en compétition parce que bah, ça prend pas mal de temps, le vélo. À travers le doctorat, j'avais la possibilité de m'organiser un peu mieux, mais à 26 ans, après aussi, j'ai eu ma première fille, on a acheté une maison, donc il y avait un Mhm. temps pour tout et le vélo est passé en second plan. Et c'est là que j'ai arrêté le vélo. Combien de temps après ce doctorat, combien de temps tu exerces dans la recherche? J'ai dû travailler pendant 3-4 ans dans cette boîte, ouais, peut-être même 5, avant de partir sur un autre projet, de travailler plus sur de l'opérationnel dans un bureau d'études Mhm. à mi-temps pour justement me libérer un peu du temps pour m'entraîner. D'accord. Bon, très bien. Et pour en terminer avec ce sujet un petit peu formation professionnelle, quand tu étais enfant ou adolescent tout du moins, tu te voyais travailler dans quoi? C'était quoi ton rêve? Ah, il y avait 2 métiers qui m'attiraient quand j'étais jeune. C'était kiné, Ouais. parce que je pense que j'avais déjà cette sensibilité vis-à-vis du sport. Mhm. Et la deuxième chose était architecte, construire des maisons. Donc c'est pour ça que je pense que cette formation bah, m'y a amené indirectement, parce que j'aurais pas pensé avec un IUT thermique et énergie faire une école d'ingénieur en bâtiment derrière. Mais j'y suis allé peut-être pas par la voie la plus directe, mais je suis arrivé à faire en fait ce que je voulais faire. Bon, ben, la boucle était bouclée. On va passer plutôt sur la partie sport. Tes premiers moments de sport, tu t'en rappelles, tu en as parlé tout à l'heure légèrement avec les randos, les parents, etc. Mais ton premier moment de sport à proprement parler, est-ce que tu as un souvenir? Ah bah, un souvenir, c'est peut-être mon premier dossard. Je me rappelle sur une course en vélo là, avec un copain d'enfance. On s'est tous les deux pris au jeu à prendre une licence et aller sur une course. Ça devait être la plus petite catégorie locale, mais bah, tous les deux, on n'a même pas pu finir la course tellement quoi pour nous le niveau était trop important. Et bah voilà, quand on démarre, on se rend compte qu'on n'a rien sans rien. Donc, bah, c'était ma première course. Je l'ai pas finie parce que bah, j'avais pas l'entraînement nécessaire pour être performant. Donc voilà, je suis allé m'entraîner, on s'est mieux entraîné et puis ça a mieux marché après. T'avais quel âge à ce moment-là? Et bah là, je devais avoir, je pense, 18-19 ans. Ouais. D'accord. Et derrière, tu nous l'as dit précédemment, tu as fait du cyclisme à haut niveau. Tu peux nous parler de cette période-là? Comment tu y es arrivé déjà? Bah, progressivement, je pense en 2-3 ans, bah, en m'entraînant un peu mieux, j'ai progressé dans les échelons du niveau, on va dire, local, régional, national et élite. Donc, j'ai couru à peu près à tous les niveaux en amateur en France, hein, Un vélo sur route, sans hein? pas du tout en vélo sur route, voilà. Ouais. Donc, pas du tout niveau professionnel, hein, c'était toujours au niveau amateur et avec bah, sur la fin des assez bons résultats. Mais j'étais dans tous les cas trop vieux et certainement pas assez talentueux pour envisager une carrière professionnelle dans le vélo. Mhm. Donc ça a jamais été envisagé d'ailleurs. Et sur les dernières années, j'ai même fait le choix de faire plutôt des cyclosportifs que des courses, on va dire, classiques. Parce que les cyclosportives avaient l'intérêt pour moi, c'était des belles balades en montagne, 150, 180 km, avec 3000, 5000 mètres de dénivelé positif. Donc c'était déjà bah, mon amour du sport De d'endurance en l'endurance, ouais. montagne. Avec... Est-ce que tu peux nous parler, ça m'intéresse, là, de la réelle différence entre le cyclotourisme et le cyclisme à proprement parler? Bah, je pense que c'est un petit peu, c'est presque la différence qu'on aurait entre de l'athlé classique et du trail. D'accord. C'est-à-dire que sur les courses cyclistes classiques, on va avoir des critériums, c'est-à-dire c'est des courses réservées aux personnes licenciées. Il va y avoir 100, 150 personnes au départ. Euh, Très, on va dire, orienté sur la perf, lorsque la cyclosportive,
elle va être proche de ce qu'on retrouve en trail, c'est-à-dire des épreuves de masse, souvent, avec un parcours assez varié et assez long, et avec une population au départ très variable. C'est-à-dire les premiers d'une cyclosportive ont quasiment le niveau de professionnel. Et après, on a tous les niveaux jusqu'aux derniers qui sont venus là pour se challenger et de finir la course dans les délais, comme on retrouve en fait la même chose qu'on retrouverait dans un trail aujourd'hui. D'accord. Et toi, tu es plutôt, j'imagine, dans les avant-postes sur ces cyclosportives? Ouais, sur ces courses, j'en ai gagné pas mal, ouais. Il y a une autre question qui me vient là aussi. Euh, Combien en France, hein, je parle uniquement en France, combien de sportifs sont actuellement cyclistes professionnels, à ton avis à peu près? Oh, j'aurais du mal à donner un chiffre, mais je pense que c'est en centaines de personnes, Mhm. voire peut-être plusieurs centaines de personnes, je pense. D'accord. Comment tu... Déjà, combien de temps ça dure cette période de cyclisme de haut niveau pendant combien de temps tu pratiques ça? En fait, je commence à courir 18, 20 ans et ça a duré jusqu'à 25, 26 ans. Donc, il y a vraiment eu, je pense, 4-5 ans de vélo à haut niveau. Et qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Bah, on va dire, c'est la charge de la vie. Ouais. Et je suis arrivé à un moment, à 25, 26 ans, comme je le disais tout à l'heure, où j'ai bah, fini mes études. C'était bien l'heure. Donc, embauché en CDI dans une entreprise. Avec derrière, on a acheté une maison. J'ai eu ma première fille. Donc, il n'y avait plus le temps pour tout faire. Et le vélo, bah, c'est très contraignant au niveau à la fois des entraînements, des compétitions tous les week-ends, avec de nombreux déplacements. Donc, le choix a été fait. Je me rappelle, c'était au mois de mai, là, en 2006. J'ai raccroché le vélo et je me suis dit, bah, t'en as bien profité. Maintenant, on va bosser et puis on va avancer comme ça, avec aucune ambition sportive derrière. J'allais te poser la question, j'allais te demander comment tu avais vécu cette période où tu as été obligé de raccrocher le vélo, mais a priori, pour toi, c'était décidé et il y avait rien de négatif là-dedans. Non, ça a été même un soulagement dans le sens où j'adore toujours le vélo et j'adorais être performant et compétitif en vélo, mais du coup, l'entraînement quotidien nécessaire à maintenir et atteindre ce niveau commençait à trop me peser. Donc, ça devenait presque une contrainte. Donc, c'est pour ça que ça d'arrêter a été presque un soulagement et c'était l'heure d'arrêter. Combien de temps Donc j'imagine qu'après cette période de cyclisme, tu fais plus de sport du tout ou tu continues à t'entretenir quand même? Et ben, pendant un petit moment, là, c'était au mois de mai, donc de mai à août, je fais plus de sport, hein, ça fait une bonne grosse coupure. Et je me suis rendu compte, et on me l'a fait aussi remonter, il y avait un problème d'équilibre quand on passe de 15-20 heures de vélo ou de sport par semaine à pas grand-chose. Ça, c'est un peu compliqué. Ça chatouille. Et voilà, et donc j'ai commencé à aller courir en septembre de la même année avec des collègues de boulot pour prendre l'air entre midi et deux. Et ça, c'est comme ça que j'ai mis un pied dans la course à pied. Alors dans la course à pied uniquement ou dans le trail running, c'est à ce moment-là que tu découvres le trail running. C'est- ça a été tout de suite du trail parce on faisait des footings de manière, on va dire, en montagne, quoi, même pas en montagne, hein, c'était plutôt sur du vallonné, sur le bassin autour du Bourget du Lac. Donc c'était tout de suite du trail. Donc premier pas de trail, j'imagine, bon, ça faisait pas longtemps que tu avais arrêté le sport, mais j'imagine que ça a dû te faire un bien fou. J'imagine que on n'appelait pas, j'imagine à l'époque pas encore ça le trail à proprement parler. Tu avais accroché des dossards à cette période-là ou tu as attendu un moment avant de le faire?
Bah, en fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai commencé à courir en me disant, de toute manière, en course à pied, je suis mauvais, j'ai rien à attendre, donc aucune contrainte, j'irai prendre l'air quand j'ai envie. Ouais. Et parce que quand je faisais du vélo, et si j'allais courir, je faisais un footing de 45 minutes, je mettais 1 à 2 semaines à m'en remettre derrière. Tellement. Et en fait, quand je me suis mis à courir en septembre, bah, c'était un peu ça, quoi. J'allais courir, derrière j'avais mal de partout. Je comprenais pas trop l'intérêt des personnes qui couraient plus d'1 heure. Je me disais, mais pourquoi se faire s'infliger tout ça? Et bon, bah, avec les collègues, en allant courir 1 heure le midi, on s'est inscrit à une course en relais, le Tour du lac du Bourget en relais au mois de septembre, à la fin du mois. Donc j'ai fait ça avec eux, bah, ça a été sympa, on a partagé des bons moments. Et c'est comme ça que bah, j'ai mis mon premier dossard en trail. Et donc raconte-nous un petit peu l'histoire de ton premier dossard, on va dire sans relais, hein, individuel en trail. Comment ça se passe? Comment tu abordes la ligne de départ? Bah, en fait, ça c'était en septembre, et mon premier vrai dossard, il est arrivé très vite, hein. C'était au mois de décembre sur la Saint-Élion. D'accord. Ah oui. Et parce que je devais la faire en relais, et le relais avec qui je devais la faire la course s'est blessé, donc ça s'est transformé d'une course en relais à deux. Je me suis dit, bah, quitte à y aller, je On va vais faire faire la l'intégrale. bascule, et j'ai pris un dossard solo. Mhm. Et ce qui est marrant, c'est que, bon, pas mal de stress au départ, je connais pas trop le truc. Départ de Saint-Étienne, coup de départ donné, bah, je démarre comme une course de vélo. Et au bout de 5 bornes, on était deux, trois devant, on avait 3, 4 minutes d'avance sur tous les favoris. Ah oui. Et je me dis, mais c'est bizarre. Et donc je courais en tête de la Saint-Élion. Bon, tout va bien. Sauf qu'au bout de 30 kilomètres, je me suis rendu compte que c'était pas comme en vélo. J'ai eu un gros coup de moins bien, avec des problèmes digestifs, diarrhée, enfin bon, même Mhm. l'alimentation, hein. Sur un vélo, on est assis, tout va bien. Bien sûr. En courant, c'est un peu plus compliqué. Donc, gros passage à vide, je me remobilise, je finis la course quand même, et ravi, hein, parce que de mémoire, je dois faire septième, je crois, de la Ah Saint-Élion oui. pour un premier essai. Et puis donc, bah voilà, c'était top. Et je discutais avec d'autres coureurs, et on me dit, ah, il y a des trucs sympas l'été. Et du coup, bah, on a parlé de trail pour l'année d'après. C'est comme ça que j'ai mis un pas dans le trail, et qu'en 2007, je fais ma première vraie saison de trail avec le Tour des Glaciers de la Vanoise et la CCC déjà. Ah, donc rapide, hein, très rapide, hein. Et rapidement, tu Ouais, et en plus, as. ça se passe bien. Vas-y, je t'en prie. Non, non, et c'est ce que je dis, et rapidement, ça se passe très bien, parce que c'est sur 2007, je pense que je dois quasiment gagner toutes les courses auxquelles je prends le départ. Donc, je gagne le Tour des Glaciers de la Vanoise, je gagne la CCC après. Donc, ça a été vraiment très rapide, ouais. T'es surpris des performances que tu arrives à sortir à ce moment-là? Ou en parallèle de ça, t'avais quand même un entraînement qui pouvait justifier ces résultats? En fait, ce qui s'est passé, c'est après la Saint-Élion, je me suis rapproché du club de Chambéry en athlétisme. Et donc, bah, je me suis fait conseiller bah, par un entraîneur. Et donc, je suis rentré dans une préparation, on va dire, assez sérieuse. Donc, les résultats que j'ai eus au mois de juillet et août l'année suivante, bah, ils n'arrivaient pas de nulle part. Il y avait du travail derrière. Mais j'étais très agréablement surpris de pouvoir bah, côtoyer les références de l'époque en trail. Et ça, c'était chouette. À quel moment précis tu te dis, euh, là, je pense que j'ai quelque chose à faire et je peux performer? C'est à la Saint-Élion ou c'est après? Hop, pas du tout. Et même après, sur le Tour des Glaciers de la Vanoise, je prends le départ, je vois des noms à l'époque, Dawa Sherpa au départ, il y avait Guillaume Millet, Benoît Laval. C'était des personnes qui faisaient le sport, et moi j'étais déjà tellement content d'être avec eux sur la même course. J'envisageais pas d'être devant, mais c'est pendant la course, ça s'est fait comme ça, et ça m'a démontré que je pouvais jouer avec eux. Et d'ailleurs, cette course-là, il y avait aussi un jeune, François Den, qui était là. Ouais, un tout jeune. Et Ouais, cette qui course, avait gagné la course l'année d'avant, hein, donc il était déjà connu. il était déjà connu, ouais, ouais, j'imagine. Euh, et toi, cette course-là, les Tours des Glaciers, j'ai l'impression qu'elle est importante pour toi, cette course. Tu termines combien cette année-là sur les Tours des Glaciers de la Vanoise? Ah ben, je gagne la Tu course. gagnes la course.
Et donc c'est peut-être à ce moment-là où tu te dis, voilà, j'ai peut-être une carte à jouer dans ce milieu-là. Tu connaissais d'ailleurs ce milieu avant la Saint-Élion et avant les Tours des Glaciers de la Vanoise ou pas du tout? Non, honnêtement, je le connaissais pas du tout. Pour être franc, avant de me mettre à courir en septembre, je crois que c'était au mois de juillet, donc 2, 3 mois avant, je me balade vers chez moi en Chartreux, je vois passer des mecs là qui boitent dans tous les sens. Bon, et je discute un peu parce que je vois un signaleur et en fait c'était le trail des Grands-Ducs qui passait là. D'accord. Et les mecs, ils passaient, ils avaient déjà 50 kilomètres, il leur en restait 30 à faire. Et au bout de 50, je me disais, mais ça avance, ça court même pas, c'est pas du sport, quoi. Pour moi, c'était quelque chose que je comprenais pas, ce type d'effort. Parce que déjà, courir 15 kilomètres, ça me paraissait énorme. Et alors, faire 80 kilomètres, mais non, non, c'est pas possible de faire 80 kilomètres, surtout sur les chemins en montagne. C'est trop compliqué. Donc j'avais vu ça au mois de juillet et puis l'année d'après, je faisais la même chose. C'est là qu'on se rend compte que ce qui peut paraître impossible, bah, si on y va progressivement, bah, on peut le rendre accessible. Après, la progressivité chez toi, elle a été quand même assez accélérée, puisque tu passes de jamais courir à faire la Saint-Élion ou 80 km en quoi? Même pas un an? Ouais, bah, j'ai poursuivi comme il faut, hein, parce que l'année d'après, je Bien fais sûr. l'UTMB, comme ça au moins c'était fait la progression rapide. Non, après, c'est pas un conseil que je donnerais à d'autres coureurs, hein, d'aller tout de suite sur du long. Après, c'est un effort qui me convenait. J'avais, je pense, ce T'avais un passif passif d'endurance, voilà. voilà, Mm. d'endurance qui était là, Mhm. et c'est ce qui me plaisait. Après, j'ai fait des trails un peu plus courts, hein, sur des trails de 40, 50 kilomètres, comme le trail du Ventoux, les trails de l'Ardéchois, je les ai faits, je les ai bien préparés. Mais c'est pas là-dessus que à la fois j'ai été le plus performant et je prenais le plus de plaisir. Tu as parlé tout à l'heure de Dawa Sherpa. Quand tu commences à performer, du coup, tu rentres un peu dans leur, on va dire, giron, quoi. Comment Mm, mm. tu te sens parmi eux, dans une communauté où tu te sens un peu l'intrus? Bah, avec que ce soit Dawa, que ce soit Guillaume Millet, en fait, on a tout de suite été assez proches. Après, moi, je me retrouvais à l'époque, ce qui est un peu paradoxal maintenant, mais j'étais le petit jeune qui faisait du long. Hmm. Et parce que faire du long à l'époque, à 27, 28 ans, sur un UTMB, Il y avait toi bah, et il y en avait Kylian. quasiment pas. Et ouais, c'est ça. Et Kylian, voilà, il fait son premier UTMB aussi en 2008. On était des exceptions. Et Kylian encore plus que moi. Quoi. Moi, l'année d'avant, j'étais l'exception. Et quand Kylian est arrivé, j'ai pris tout de suite un coup de vieux. Mais, euh, mais du coup, ça s'est bien passé. Et après, c'est un milieu qui est très amical et sympa. Et ils sont tous venus des super amis. Tu avais l'impression d'être un pionnier ou tu avais la sensation de rejoindre un groupe de pionniers à cette époque? Moi, j'ai eu l'impression de rejoindre les pionniers. Hmm. Parce que pour moi, c'est eux qui avaient écrit la création du trail, que ce soit voilà avec ces 4-5 coureurs, comme aussi Vincent Delbar à Mhm. l'époque, il y avait aussi Christophe Jacquereau. C'était des personnes bah, qui avaient créé l'histoire de l'ultra trail. Tu parles souvent, alors je vais changer un petit peu de sujet là, Julien. Ouais. Tu parles souvent, j'ai l'impression que Val Thorens, tu es beaucoup attaché à cette station. Tu peux nous expliquer un petit peu les circonstances de ton déménagement à Val Thorens et qu'est-ce que représente Val Thorens pour toi? Bah, en fait, quoi, moi, je suis basé à Chambéry et je m'entraîne souvent à Val Thorens. Quoi. Je fais le yo-yo entre les deux. Bah, pour moi, Val Thorens, ça a été une rencontre déjà au départ sur un petit trail local où une personne mettait en lot, on va dire, une semaine à Val Thorens. Donc, je gagne la course. Donc, je vais passer ma semaine là-haut. Je rencontre cette personne-là. Tu Et peux on la a tout de citer? suite accroché. Ah oui, c'est bah, Thierry Suchet. Ouais. Donc, quelqu'un vraiment impliqué et bien présent dans la vallée, qui me l'a fait découvrir. Et donc, je me suis bah, rendu compte en allant là-haut bah,
des intérêts qu'il y avait à se préparer en altitude, avec la diversité, tout ce qu'il y avait à faire en fait. Et pour moi, m'a apporté un entraînement dans de très bonnes conditions. Et ça a commencé comme ça. C'était il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Et donc j'y vais toujours maintenant régulièrement et j'y retrouve des amis avec plaisir pour m'entraîner été comme hiver. On va passer un petit peu sur la partie entraînement. J'aime bien savoir, alors je sais que pour les athlètes élites, c'est pas forcément toujours évident d'être assez transparent là-dessus, mais pour toi, quand tu es en semaine de préparation d'un gros objectif, c'est quoi est-ce que tu peux nous décrire assez brièvement une semaine dans laquelle tu te dis à la fin de la semaine, là j'ai bien travaillé, ça a été une bonne semaine. Je pense que c'est une question qui est très compliquée dans le Mhm. sens où il y a pas de réponse. Et pour moi, une bonne semaine, ça peut être une semaine où il y a eu que une dizaine d'heures d'entraînement, mais avec des belles séances qualitatives qui sont passées, avec peu de fatigue derrière. Mais ça peut être aussi une semaine où il y a eu 30 ou 35 heures de passé en montagne, à faire des belles randos courses, du bon volume. Et du coup, il n'y a pas une bonne réponse en fait. Ça dépend vraiment des périodes. Et c'est pour ça que je m'appuie sur une personne que tu citais tout à l'heure, qui est Pascal Balducci, qui maintenant a repris mon entraînement. Qu'on salue, hein, Pascal Balducci, qui est de manière récurrente sur le projet et qu'on apprécie entendre à chaque épisode sur le demande conseil. Quelle est la place pour toi de l'entraînement croisé? Alors, on sait que pour Pascal notamment, c'est hyper important. Il nous a donné un petit peu des chiffres récemment sur la proportion d'entraînement croisé de ses athlètes. J'imagine qu'elle est importante pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pour moi, cette année, ça a été une année exceptionnellement croisée, dans le sens où avec déjà, je me suis cassé l'épaule en janvier, quoi, une fracture de la tête de l'humérus, donc ça m'a empêché de courir pendant un moment. D'accord? Au moment où j'aurais pu recommencer à courir, il y a eu le premier confinement. Donc du coup, de la fracture au premier confinement, j'ai fait beaucoup de home trainer. Et puis voilà, et j'ai poursuivi avec pas mal de vélos. Donc cette année là, en regardant les stats Strava, je suis en temps passé, je suis à 52% course à pied, à 46% vélo et le reste en ski de rando. En gros, les 2% restants. D'accord. Donc c'est quasiment du 50-50 entre course à pied et autres sports. Mais les autres années, c'est plutôt 60-65% en course à pied et 35-40 en autres sports. Est-ce que pour préparer, imaginons que tu prépares l'UTMB ou la JAG, tu fais des sorties longues ou tu remplaces les sorties longues par du vélo ou un mixte entre vélo et sorties un peu moins longues en course à pied? C'est souvent du mix, c'est-à-dire ça peut être j'ai eu fait du 6-7 heures de vélo Mhm. enchaîné par une heure ou deux de course à pied. Donc là, ça fait de la bonne journée. Mhm. Ou, euh, ou C'est du clair. mix sur le week-end, c'est-à-dire une grosse sortie en vélo en pré-fatigue et le lendemain une sortie assez longue en course à pied. Donc les deux sont souvent liés dans les blocs de volume. En général, j'essaye d'intégrer les deux sports pour limiter en fait la Bien traumatologie et le sûr. risque de blessure. Mhm. Et ces blocs d'entraînement, tu les prévois. Alors, je sais pas si on rentre trop dans le détail, hein, mais ces blocs d'entraînement, tu les prévois 2, 3 semaines, un mois à l'avance. Comment ils sont répartis ces blocs? Ouais, après, ça dépend vraiment des phases et de l'avancement de la saison. Mhm. Parce qu'en début de saison, faut vraiment qu'il soit écarté des compétitions, parce que c'est difficile, quoi. La récupération est un peu plus longue, il y a plus de courbatures, et c'est un peu plus difficile. Et après, quand on arrive dans l'été, quand la forme est plus importante, ils peuvent être un peu plus rapprochés. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est au moins 3 semaines en général entre deux blocs. Mhm. On va dire entre une grosse quinzaine de jours et 3 semaines. D'accord. J'ai une question que je
c'est la première fois que je la pose. Alors, elle m'a été soufflée par mon ami que je salue, Gilou, qui me disait que il aimerait bien avoir un peu plus de détails sur comment s'alimentent les invités que j'ai. Euh, Déjà, toi, est-ce que c'est un problème pour toi l'alimentation lors des événements? Et est-ce que tu pourrais éventuellement donner la manière dont tu t'alimentes solide et liquide pendant les courses? Bah, je pense que à la fois, pour moi, j'ai pas trop de problèmes parce que peut-être que mon organisme et mon métabolisme me le permettent, et aussi parce que je pense aussi que j'ai mis en place une stratégie qui me convient bien. Donc là-dessus, j'ai pas mal échangé et travaillé avec Benoît Nave, qui m'a conseillé sur la diététique. Il a aidé aussi pour Baou, les bars. Et donc, D'accord? tout ça, on a mis en place une stratégie qui est simple. C'est essayer de limiter au maximum en fait les apports en sucre rapide Rapide? pendant une bonne moitié, les 2 tiers de la course. Donc, sur cette grosse moitié, 2 tiers de la course, c'est en boisson, c'est globalement de l'eau, on va dire, pure. Et à côté, une alimentation solide avec un indice glycémique assez faible. Mhm. Donc c'est pour ça là les barbaous sont assez intéressantes, hein, mais il y a certainement d'autres possibilités. Donc mais pas de gel, surtout pas de gel en début de course, pas de coca, pas de voilà tout ce qui est sucre vraiment pur et Mhm. rapide à éviter pendant plus de la moitié, voire les 2 tiers de la course, bah parce que l'organisme il y a un moment, il va saturer avec ces sucres. En tout cas, c'est le cas pour moi et pour beaucoup de personnes. Mais inversement, avec la fatigue sur la fin de la course, bah, j'intègre une boisson de l'effort, du coup, pour me nourrir de manière liquide, de manière un peu plus facile, parce que bah, ça devient plus difficile de manger solide. Et ça m'arrive aussi sur du coup de mou d'avoir un ou deux de gel dans la poche qui me permettent justement, quand il y a des gros moments de fatigue sur la fin, de vraiment sentir l'effet du boost. Mais le problème, c'est qu'il faut bah, le repousser au maximum, ce moment-là, parce que c'est souvent bah, irréversible quand on va sur du sucre très rapide. Derrière, en fait, bah, il y a les pics d'insuline qui reviennent régulièrement, Bien donc sûr. il faut recharger. Et là, ça devient très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, le retarder au maximum. Très bien, bon, super conseil. Merci beaucoup, Julien. Un autre sujet très important, notamment si je parle un petit peu de moi qui ai beaucoup de mal à gérer cet aspect-là. Comment tu dors la veille d'une course? Ah, mais Ah, moi, j'imagine allongé. j'ai pas mal de chance, en fait. Voilà, je dors allongé, ça, c'est pas de souci, mais je dors assez bien. Et en fait, c'est chacun l'appellera comme il veut, hein, c'est de la relaxation, de la méditation, de la préparation mentale, mais j'arrive à m'occuper l'esprit pour bien dormir. Et pour l'exemple, je pense le plus flagrant, c'est Grand Raid de la Réunion, départ 23 heures, j'arrive à dormir 2 heures avant le départ. Ah ouais, ouais, Et c'est... c'est-à-dire, je vais manger à 6h30, 7 heures, et je m'allonge et j'arrive à piquer du nez, à m'endormir un petit peu. Donc voilà, et là-dessus, c'est pas évident. Là, on n'est vraiment pas égaux. S'il faut, j'arrive à faire une petite sieste de 20 minutes, une demi-heure à midi sans souci. Le soir, faut que je me couche si je dois me coucher à 21 heures, je me couche à 21 heures et j'arrive à m'endormir à 21 heures. S'il y a un départ tôt le matin, ça me pose en général pas trop de soucis. Quelle chance. Donc le conseil, Mm. voilà, je pense qu'il y a une partie de chance et aussi essayer de trouver des processus mentaux pour Mm. faire partir en fait son esprit très loin en fait de cette épreuve qui nous attend le lendemain matin et qui peut créer du stress. Et un autre point aussi, c'est au niveau de sa préparation, c'est se faire une checklist et l'avoir faite bien comme il faut et bien noter les choses. Comme ça, quand on va se coucher, on n'a pas à se poser la question, j'ai bien pris mes chaussettes, j'ai bien pris mes 12 barres, j'ai bien pris ici, les lunettes, est-ce que j'ai pris mes lunettes? Bah, c'est ça qui va nous empêcher de dormir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment tout brosser sur le papier, préparer sa tenue et
tout être vraiment carré avant d'aller se coucher. Voilà, moi, la veille de course, en général, je fais mon dernier footing avec la tenue que je vais utiliser le lendemain pour la course. Avec le sac tout rempli, le matériel obligatoire, la boisson, la nourriture. Et comme ça, je fais mon petit footing, je vérifie que tout tient. Déjà, c'est pas mal, parce que le risque, c'est que on n'a Mhm. rien testé. Il y en a beaucoup qui testent pas C'est tout clair. avant. Et dès les premiers 100 mètres, la flasque, elle saute. Enfin bon. Et donc, du coup, je teste tout. Je reviens dans ma chambre, je pose tout au pied du lit et une petite douche, je vais me coucher. Je sais qu'en me levant, c'est tout prêt, il y a tout à côté. Et ça permet de bien se rassurer et pour moi, en tout cas, de dormir de manière sereine. C'est parfait, Julien. Auto-hypnose, body scan, tout ça, ça te parle ou c'est quelque chose que tu fais naturellement, c'est-à-dire Ouais, ça me parle, mais je suis jamais allé plus loin que ça. Et mhm. ça m'intéresse. J'ai pris contact avec différentes personnes. Ça n'a jamais vraiment abouti. Problématique de calendrier, j'ai pas pris le temps. Mais je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre là-dessus. D'ailleurs, j'avais envie de me lancer dans un DU en préparation mentale, en Mhm. entraînement. C'est vraiment des domaines qui me passionnent. Mhm. Et je pense que là-dessus, j'ai encore beaucoup à apprendre. Alors moi, parler encore un petit peu de moi, c'est vrai que c'est un gros problème que j'ai, moi, que ce soit dans la vie de tous les jours, hein, j'ai des grosses difficultés à dormir. Donc c'est quelque chose à laquelle je réfléchis. Pourquoi pas éventuellement aller chez un hypnotiseur pour voir éventuellement, comme tu disais tout à l'heure, hein, des méthodes de détachement, parce que c'est un peu ça, on n'arrive pas à détourner son attention de nos préoccupations et en fait quand tu t'endors, c'est que ton esprit vague ailleurs. C'est un peu ça l'idée. C'est ça, c'est Mm. ça. Mais bon, c'est typiquement, je peux me retrouver la veille d'un UTMB à me mettre dans le lit, à me rejouer la course comme si j'étais à La Réunion, par exemple, ou si je refaisais une course de vélo. Mais rien à voir avec ce qui va se passer le lendemain. Parce que il y a un moment où on se fait déborder, ça va créer de l'inquiétude, et c'est pour ça que moi, je m'imagine bien loin de l'événement du lendemain. Donc, en général, la veille, j'essaye à tout prix de pas jouer la course du lendemain. Il y aura bien le temps de la découvrir le lendemain. C'est clair. C'est parfait, Julien. Je te remercie pour ces deux précieux conseils. Euh, alors, question un petit peu compliquée. Si tu devais choisir une seule qualité à améliorer chez toi, ce serait laquelle pour performer? Ouais, je pense que ça doit être ma VMA quand même, hein, parce que de ne pas avoir fait un parcours, on va dire, en athlétisme et autres, je reste un vrai trailer tracteur et pas un vrai beau coureur comme on en a de plus en plus actuellement. Donc ce serait vraiment sur cette qualité-là, je pense il faudrait que je sois meilleur, mais je peux pas et je pense maintenant la faire progresser. Ah, euh, sans te manquer de respect, c'est un peu plus dur quand tu vieillis après, hein. Il me semble. La VMA, au bout d'un moment, je pense elle est Ah, plafonnée, quoi. ah, mais c'est bien pour ça. Hmm. C'est pour ça que maintenant, j'essaye pas de la faire progresser. J'essaye de pas la faire, de De qu'elle la régresse pas maintenir. trop. C'est clair. J'essaye de la maintenir à peu près, même si elle régresse un petit peu. Après, il faut compenser par d'autres qualités. Mais c'est sûr, il y en a certains, ils arrivent à une vingtaine d'années avec 22, 23 de VMA. Mhm. Ça laisse envisager de belles choses après. Lorsque moi, je suis jamais parti de ce point-là. À l'inverse, tu en as parlé un petit peu, il faut compenser par d'autres qualités. Quelle unique qualité te permet de performer par rapport aux autres si tu devais en choisir une seule? Bah, je pense que c'est la robustesse. Je pense que c'est le terme en fait. C'est voilà d'être assez solide, peut-être pas aller très vite et de toujours continuer à avancer. Et c'est vrai que ça m'a permis sur certaines courses de partir un peu devant, de lâcher parce que ça va un peu trop vite, mais de jamais lâcher complètement. Donc petit à petit, ça m'arrive de revenir sur d'autres personnes qui lâchent au fil du temps. Donc je pense que la robustesse est pas mal. Alors j'ai vu dans ton palmarès que tu as commencé en 2007, tu disais tout à l'heure ta première vraie saison en 2007. Ensuite tu signes chez La Fuma, me semble-t-il,
en tant que partenaire, Oui. si je dis pas de bêtises. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour toi quel est ton positionnement par rapport aux marques qui t'accompagnent, comme la Fuma et puis plus récemment Oka? On parlera un peu plus précisément de Oka après. Bah, mon positionnement, moi, ça a commencé au début avec la Fuma. Pour moi, c'était génial hein, parce que c'est une marque qui me proposait des produits et donc des chaussures, des textiles, un sac à dos et bah, c'était génial quoi. J'avais l'impression de vivre un rêve que j'avais jamais vécu ailleurs, même dans d'autres sports. Et j'aurais jamais envisagé qu'une marque puisse me soutenir. Donc, bah, ça a été chouette. Et après, la relation avec la marque m'a fait grandir. Principalement, bah, chez la Fuma, l'expérience des autres athlètes qui étaient dans le team à l'époque, parce que moi, j'étais tout nouveau dans le domaine, donc j'avais tout à apprendre. T'avais qui à cette époque chez la Fuma? Bah, c'était justement à l'époque où il y avait bah, Guillaume Millet qui était coureur, Karine Herry, euh, avec bah, il y a Antoine Guillon qui est arrivé aussi Ouais. juste après, bah, Christophe Jacquot qui en partait. Corinne Donc Favre, ça a été elle y était, non? Aussi, me semble. et ouais, il y avait Corinne Favre qui était aussi. Donc non, c'était une belle épique et une belle équipe. Ça a duré combien de temps? De 2007 à 2011? Non, de... C'est ça, ça devait être 2008-2011, c'est ça, parce que c'était 3 ans, ouais, je crois. Ouais, parce que ça, je fais 3 ans la Fuma, 3 ans Salomon et après Oka. D'accord, donc tu passes par Salomon après la Fuma. Euh, donc tu fais 3 ans et ensuite tu intègres les équipes de Oka. Est-ce que tu peux nous Tout à parler fait. de ton arrivée chez Oka? Qu'est-ce que tu y trouves de différent chez cette marque? En fait, les 3 années, bah déjà, quoi, chez Salomon, m'ont montré en fait bah, le haut niveau, la technicité, le professionnalisme dans le sport. Ça m'a, Ouais, je pense, permis bah, d'atteindre des sommets. Mais après, moi, ce qui m'intéressait et qui m'a fait basculer avec Oka, c'était bah, ce projet d'évolution d'une marque vraiment nouvelle et de grandir avec cette marque. Et c'est l'aventure qui m'a attiré. d'accord. Euh, donc tu es enfin uniquement athlète dans les premières années chez Oka. Euh, Pour rappeler un petit peu à ceux qui ne le savent pas, et moi aussi j'ai un déficit à ce niveau-là, est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'histoire de la marque Oka? Il me semble qu'elle est française déjà, si je dis pas de bêtises. Bah, ouais, Oka a été créé fin 2011. Mhm. Non, non, fin 2009, pardon. A été créé fin 2009 par des anciens, on va dire, de chez Salomon à Annecy D'accord. et est resté une marque française pendant 3, 4 ans avant d'être racheté en fait par un groupe américain. Et donc maintenant, voilà, le siège de la marque est en Californie. D'accord. Quel est ton rôle aujourd'hui au Mais sein... le, Vas-y, je t'en prie. non, non, et je voulais poursuivre. En fait, le bureau d'études, on va dire, d'origine de la marque était basé à Annecy, est toujours existant avec toujours du monde qui travaille au niveau des développements des chaussures basé à Annecy. Donc D'accord. ça continue de persister. Et maintenant, moi, mon rôle, en fait, pour la marque et au niveau d'aider la marque au niveau de la coordination du team. Donc la marque ayant énormément grandi, au départ, les personnes qui étaient à Annecy faisaient donc il y avait Christophe Aubonnet qui travaillait sur le développement des chaussures et qui en parallèle bah, s'occupait de gérer un peu le team Oka, mais il pouvait un peu tout faire. La marque était petite, mais la marque a tellement pris de l'ampleur qu'il bah, il pouvait pas tout gérer. Donc j'ai aidé Christophe en fait à travers mon expérience bah, dans le trail à, à organiser un peu le team en France, plutôt en tant que capitaine du team que vraiment, on va dire, team manager. Et après, la marque grandissant, la partie européenne de Oka est basée à Londres.
Et donc, le sport marketing est basé à Londres. Et donc, moi, depuis maintenant 3 ans ou 4 ans, je fais le relais en fait entre ces personnes du sport marketing qui sont à Londres et les athlètes qui sont en France. D'accord, très clair. On salue Nicolas Martin et Thibaut Garivier notamment que j'ai reçu dans le podcast, que je salue. Euh, Comment tu arrives à gérer toi ta saison aujourd'hui entre l'aspect sportif, l'aspect professionnel? J'ai vu aussi que tu en parleras un petit peu après, mais tu organises des stages de trail. Comment tu t'organises aujourd'hui? Bah, l'organisation, c'est un peu, j'allais dire au feeling, c'est-à-dire c'est placer les priorités. Donc Mhm, les priorités, ça peut être une course, ça peut être un événement personnel, un événement familial, un événement professionnel. Enfin bon, il faut d'ailleurs, le plus compliqué des fois, c'est de définir les priorités. Et une fois que les grands axes, on va dire, de l'année sont posés, et ben de construire derrière la meilleure année, la meilleure saison avec les bons compromis, c'est-à-dire pour laisser de la place à des belles épreuves sportives, mais aussi avec du temps en famille et également des dates importantes pour certains partenaires, justement pour des stages trail et pour travailler aussi. Ouais. mhm. Puisqu'on parle de moments familiaux, moi c'est un sujet que j'aime bien aborder dans le podcast, notamment pour les athlètes, c'est quelle est l'importance de la famille, notamment de ton épouse Céline, et puis de ta relation avec tes filles. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle de papa aussi, quoi? Déjà, j'ai rencontré ma femme à l'époque où je faisais déjà du vélo. Donc, elle m'a connu avec le sport et le sport faisait déjà beaucoup partie de ma vie. Donc, quand je faisais du vélo, elle s'est mise un peu à faire du vélo. Après, je suis passé à la course à pied. Elle s'est mise un peu à faire de la course à pied. Et donc, le sport faisant déjà bien partie de ma vie, elle l'a accepté et elle m'a toujours soutenu. Et ça, c'était important, mais aussi ça lui a apporté, quoi, c'est ce que je pense, plein de possibilités de rencontres, de voyages et qu'on partage des choses ensemble. Donc ça a toujours été, je pense, à la fois ma première supportrice et ma première assistante technique pour les ravitaillements, pour tout ça. Donc on a énormément partagé à travers le monde sur toutes ces épreuves. Et je pense que c'est quelque chose qui est clé parce que j'aurais pas le soutien familial, je pourrais pas partir sur des épreuves aussi longues et aussi difficiles en me disant je pars, mais tout le monde ne soutient pas ce choix-là. Et d'avoir pu après, pendant des années, faire la même chose avec mes filles qui étaient au ravito avec ma femme, ça rendait les choses souvent compliquées quand elles étaient petites, Mhm. mais pour moi, c'était important parce que j'ai toujours essayé aussi de concilier les voyages pour une course avec un vrai voyage pour la découverte du pays culturel, rencontrer des gens. Et donc, du coup, c'est des choses que je leur ai apportées et je pense que c'était des belles expériences de vie. J'ai un sujet alors moi c'est un jeu de mots hein, qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est un moment que pour moi j'appelle le moment extraordinaire. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce moment extraordinaire qui est un moment pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours? Ah ben, je pense que c'est loin d'être le plus beau. C'est c'est sur une course où je vais retourner cette année. C'était sur la Hard Rock Mhm. et en 2014 et où je me coince le dos, quoi. Je me bloque le dos en fait sur un J'ai vu problème cette vidéo, musculaire au niveau des lombaires. c'est terrible la vidéo quand tu Et arrives de plié en deux. J'ai vu cette vidéo sur YouTube, c'est terrible. et voilà. Et en fait, je pense que c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire, je marche avec les bâtons à peu près à la hauteur des oreilles, tellement je suis plié et voilà. Mais là, cette course-là, jusqu'à mi-course, j'étais avec Kylian. Après, il était bien plus fort que moi et arrivé vers 4000 mètres d'altitude sur un col, il s'est envolé. Donc, je l'ai jamais revu. Et quand j'ai pris mal au dos, il était devant, il avait déjà, je crois, 45 minutes d'avance, hein, donc j'allais pas le rattraper. Derrière, il y avait personne derrière moi, plus de 45 minutes aussi. Donc je me voyais pas abandonner la course, mais il me restait 20 kilomètres à faire comme ça. Et donc j'ai vraiment pris sur moi
J'ai réussi à finir cette course, c'est une belle satisfaction. C'est peut-être pas les Tu termines plus belles deuxième. images de sport et je termine deuxième. Mais en fait, j'ai beaucoup appris parce que ce que j'avais, c'était rien du tout. C'est juste lié à un problème respiratoire, en fait, et Ah avec ouais? l'altitude et en fait, une respiration à trop haltée, en fait, ça m'a contracté le diaphragme et un D'accord. diaphragme qui se contracte et bah, est allé tirer sur mes lombaires. Et plus ça se contractait au niveau diaphragme, plus ça tirait sur les lombaires et plus ça me faisait pencher en avant. Et heureusement que je suis pas très souple, hein. Et étant pas très souple, je me suis arrêté à l'horizontale. Et voilà. Et les gens me disent, t'as mis combien de temps à t'en remettre? Le lendemain, j'avais pas mal au dos. Il y avait rien le lendemain. J'ai marché normalement. Il y avait plus de soucis en fait. Il fallait juste que je me relâche en fait. Et de me relâcher, maintenant, j'ai pris l'habitude. Si je commence à avoir mal au bas du dos, et c'est quelque chose que tout le monde peut appliquer, c'est faire deux, trois très grandes inspirations complètes et bien souffler. Et ça va relâcher le diaphragme et en général, ça relâche le bas du dos. Et voilà. Pour moi, c'est un moment extraordinaire dans le sens où j'aurais jamais pensé et imaginé pouvoir finir une course dans cet état-là. Alors tu disais tout à l'heure, c'est pas les plus belles images de sport, mais moi je suis pas d'accord avec toi parce que pour ceux qui n'ont pas vu cette image, il faut absolument que vous ayez la voir. Alors je crois que sur ton site internet, qui est d'ailleurs très bien fait, tu as mis tous les liens des vidéos sur lesquelles on peut te voir et ça en fait partie. Et je trouve cette image, ce moment absolument génial. T'as un sourire jusqu'aux oreilles. T'es plié en deux, mais tu avances quand même. Et je pense que en fait, c'est ça, Julien Chaurier, quoi, je pense. Bah, ça revient peut-être au côté robuste, hein. Ça plie, mais ça casse pas et C'est ça ça. avance toujours. T'en parlais tout à l'heure. Alors, tu as eu la grande, grande, grande chance d'être tiré au sort pour la Hard Rock cette année. Alors, en espérant qu'elle puisse avoir lieu hein, de tout cœur, notamment pour toi. Qu'est-ce qu'elle a de spécial pour toi cette course? Tu en as parlé un petit peu dans certaines de tes vidéos où tu disais qu'effectivement, à mettre en parallèle une diagonale des fous où il y a toute une île qui est derrière les coureurs et la Hard Rock où tu arrives et il y a 200 personnes, ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette course pour toi? Pour moi, c'est vraiment ce que je recherche dans ce sport. C'est pas que j'aime pas les gens, hein, parce que l'ambiance de la fête, c'est top au bord d'un chemin. Mais là, c'est le côté sauvage, le côté montagne, presque des fois qui fait peur hein, avec son hostilité, l'altitude. Mais en fait, on se retrouve, nous, petits hommes, au milieu d'une énorme montagne. Et, en- et j'ai jamais ressenti de manière aussi forte en fait cette sensation que là-bas, parce qu'on va être le départ Silverstone est une vieille ville minière. On a l'impression de revenir dans les westerns, c'est-à-dire la route elle est même pas goudronnée. On voit des vieux puits miniers, mais comme on aurait vu dans des films il y a une centaine d'années. Et du coup, voilà, c'est ça. Et c'est des grandes montées, c'est des passages à plus de 4000 mètres. Et je trouve ça chouette. Après, à la fois un avantage et un inconvénient. Pour moi, cette année, c'est un avantage parce que j'ai eu un dossard, mais il n'y a que 140 personnes au départ aussi. Mhm. Donc, bah, c'est pas la même chose avec 140 personnes au départ que quand il y en a 2500. Donc, c'est plus intimiste. On se sent réellement privilégié. Donc, pour moi, ça m'a poussé encore plus loin et c'est pour ça que l'abandon n'était pas du tout Envisageable. envisageable sur cette course. Et voilà, et c'est tout ça qui la rend vraiment extraordinaire. Tu l'as fait combien? Une fois, une seule fois, ce sera ta deuxième fois là. Non, en fait, j'ai peut-être beaucoup de chance, je devrais peut-être plus jouer au loto, mais ce sera ma troisième participation en D'accord, fait. J'ai fait 2011, 2014. d'accord. Plus dur que tu disais, tu n'as jamais ressenti une aussi grande immensité. Euh, Au niveau difficulté de la course, pour que nous qui ne l'avons pas faite, on puisse comprendre, c'est plus dur qu'un UTMB. C'est vraiment différent. Parce que les gens me demandent quel est le plus dur entre une diagonale, un UTMB, une hard rock. Bah pour moi, c'est presque l'UTMB le plus dur parce qu'il faut courir plus vite. Mhm. À la diagonale, bah, le dénivelé est peut-être plus important, les marches elles sont plus hautes, mais moi ça me convient mieux. Donc la difficulté, Elle est elle est relative. liée au profil du coureur et à l'intensité qu'on va mettre aussi dans la course.
pour moi, un 10 km est plus dur qu'un UTMB parce que je suis incapable, c'est vraiment Mhm. très Je violent comme comprends, je effort comprends. si on Mhm. le joue vraiment à fond. Après, c'est sûr que faire un 10 km en 1 h 15, ce sera plus facile qu'un UTMB. Et de la même manière, un UTMB qui soit fait en 24 heures ou en 30 heures, bah, on peut le vivre complètement différemment. Et voilà. Après, la difficulté de la hard rock par rapport à un UTMB est vraiment liée à l'altitude, parce que distance et dénivelé sont, on va dire, c'est le même ordre de grandeur. Mhm. Mais étant donné que le point bas, le point de départ de la hard rock, c'est le point le plus haut de l'UTMB. Donc voilà, ça situe un peu les choses. Sur l'UTMB, on dépasse tout juste les 2600 mètres. À la Hard Rock, c'est le point de départ, 2600 mètres. Le plus bas, il est à 2003. Et l'altitude moyenne est à plus de 3000 mètres sur Ouais. toute la course, avec des passages à des cols à plus de 4000 mètres. Mhm. Donc c'est vraiment un autre monde. Toi, tu es plutôt, alors sans pour autant juger l'un ou l'autre, mais foncièrement au fond de toi, tu es plutôt hard rock ou UTMB en termes d'état d'esprit? Ah ben moi, je suis clairement plutôt hard rock. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que l'UTMB, c'est une course où j'ai toujours eu des difficultés hein, sur ces longues parties où il faut courir. Et à l'extrême, j'étais allé le faire pour le découvrir. J'ai fait la Western State qui est vraiment du 100 miles très roulant, mais je trouve ça vraiment spécialement dur en fait hein, pour moi, ces courses où il faut maintenir une allure importante très longtemps. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler de ton plus beau souvenir de trail jusqu'à présent? S'il y avait un seul moment à ressortir. C'est une question à laquelle j'ai souvent du mal à répondre parce qu'il y en a plein, ils sont différents suivant le contexte. Mais aujourd'hui, en garder un, ce serait justement le Grand Raid de la Réunion, où j'ai eu la chance de pouvoir le gagner et avec toute ma famille autour de moi. C'était en quelle Parce que année? c'était une année où ça tombait, c'était en 2011, Mhm. parce que ma sœur vivait à La Réunion à ce moment-là. Et du coup, ça tombait pendant les vacances scolaires. Donc, j'avais ma femme, mes filles, mes parents, des oncles et tantes. Quoi. Il y avait vraiment une grande partie de la famille qui était venue suivre la course. Et du coup, bah, c'est des émotions qui sont vraiment décuplées en fait par le fait qu'elles soient partagées. Mhm. Et ton pire souvenir? Hormis celui de la hard rock, non, qui est pas forcément un pire Oh, souvenir c'est puisque pas le tu finis, pire. non, tu finis deuxième donc. Voilà, ouais. Non, mais bah, les pires souvenirs, j'en ai eu. C'est les différents abandons en fait, parce que il y en a pas eu énormément, hein, mais j'ai dû en avoir bah, principalement sur l'UTMB, mais c'est ce sentiment d'inachevé en fait, de se dire j'ai tout fait comme il fallait pour arriver en forme sur la course et ça a déraillé à un moment et on s'en veut énormément parce que si ça déraille, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait. Et en général, un abandon, quand on prend le temps de l'analyser, la plupart du temps, on se dit j'aurais pas dû abandonner. Et c'est ce qui est dur en fait c'est ce qui est dur en fait à digérer en fait. Mhm. J'ai lu ou j'ai vu quelque part que tu avais dit qu'à un moment donné, un des, un des abandons que tu as le plus, que tu as eu le plus de mal à encaisser, c'est un jour où ta fille te dit pourquoi tu as arrêté? Tu peux nous parler de ce sentiment-là? Et ça, c'était sur un UTMB, donc j'arrête à de mémoire, je dois arrêter à la Foulie. Et en fait, mes parents, ils étaient avec ma fille qui était petite, ils dormaient à Champais. Et donc, du coup, je vais en voiture, moi, de la Foulie à Champais. J'arrive à Champais à l'heure prévue, hein. Donc, eux, ils faisaient le petit-déj et normalement, je devais arriver en courant. Là, j'arrive en voiture et du coup, tout le monde est déçu. Et ça s'arrête là, quoi. On mange un morceau, on repart. Et dans l'après-midi, la petite qui pleure et pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je voulais que tu finisses la course, je voulais pas que tu arrêtes. Et dit avec toute la sincérité et l'émotion de sa petite fille, bah, c'est quelque chose qui marque énormément. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, bah, mon investissement dans le trail impliquait dans leur vie de manière, on va dire, générale et dans tout, parce que là, elle passait
un vendredi, samedi, dimanche à dormir ou quasiment pas dormir sur les routes autour de Chamonix. Lorsque, bon, pour beaucoup de copains-copines, c'était la fin des vacances, elles pourraient être encore à la plage. Mhm. Et donc, du coup, je me suis dit, faut vraiment que, à faire les choses, je les fasse à fond et que je renvoie cette image-là de quelqu'un qui va au bout des choses et pour les belles valeurs. Parce que la vie, elle est jamais facile, la vie. Mais c'est comme un ultra, hein. Si au moindre petit grain de sable dans la chaussure ou la petite ampoule, on prend le dossard, on raccroche le dossard, comment justifier derrière et dire à ses enfants, ah c'est dur les maths, bah passe à autre chose, hein. C'est pas important, raccroche ton dossard. Et donc la vie, elle est comme ça, elle est difficile. Et donc je me suis dit, c'est une belle leçon de vie en fait, ces ultras, et de montrer et d'aller toujours au bout des choses. Ça se passe pas toujours comme on veut, mais ce qu'il faut faire, c'est le faire à fond pour pas avoir de regrets. Et c'est pour ça que l'abandon est compliqué, parce que c'est renoncer. Et renoncer, il faut pas renoncer, il faut essayer d'y arriver le mieux qu'on puisse. Avec le recul, tu penses que tu avais moyen de continuer malgré tout ce jour-là? En fait, sur la plupart de mes abandons, forcément, je me dis j'aurais dû continuer. Mais sur le moment, là, cette année-là, je pensais m'être fait avoir une fracture au niveau du pied, une Mhm. fracture de fatigue, mais j'avais vraiment quelque chose qui me faisait très mal. Mhm. Il s'est avéré qu'après, c'était une entorse. Au niveau, en fait, on a plein d'os sous le pied et, Ouais. et je m'étais fait une entorse dans le pied. Donc, j'aurais su que c'était une entorse. Peut-être qu'un kiné aurait pu ou un ostéo sur place me remettre le truc et j'aurais pu peut-être continuer. C'était pas dramatique. Mais sur le moment, j'envisageais pas, pour mon intégrité physique en tout cas, de continuer la course. Donc je l'ai pas vraiment regretté parce que je pensais sincèrement et réellement être sérieusement blessé et me mettre en danger et pas pouvoir continuer. Après, tu peux le prendre d'un autre point de vue, l'abandon aussi, hein. Tu peux, aux États-Unis notamment, hein, l'échec, c'est l'apprentissage, quoi. Euh, Tu vois, ce que je veux te dire, c'est que ça, tu peux le prendre du côté positif en disant j'ai abandonné pour telle ou telle raison. Ça peut être aussi un point de vue plutôt positif que négatif, quoi. Ah, bah, je le prendrai pas en positif. Après, c'est l'expérience. Et quand les gens me demandent si je fais de la préparation mentale, je pense que je dis pas forcément. C'est peut-être lié à ma formation où je faisais de l'analyse de risque et de Mhm. l'analyse des modes de défaillance. Et pour moi, une bonne préparation mentale, c'est envisager tous les événements, tous les aléas qui puissent nous arriver pendant un ultra et proposer une réponse. Et en fait, l'échec, en général, il arrive quand il y a un événement que j'avais pas envisagé qui m'arrive. Et donc, j'arrive pas à faire face. Et derrière, eh ben, j'arrive pas à faire face, donc il y a l'échec. Mais c'est sûr que la course suivante, dans mes analyses de mode de défaillance, j'aurais trouvé une solution si cet événement se présentait de nouveau. Donc Mhm. ça m'a enrichi, ça c'est une réalité. Combien d'abandons tu as subi ou tu as eu dans ta carrière jusqu'à présent? J'ai jamais fait le compte, ni du nombre de dossards, ni de courses, ni de victoires d'ailleurs, mais je pense qu'il y a dû avoir 3-4 abandons. Ouais. Et toujours avec ce sentiment de défaillance, à proprement parler. Oui, sur des raisons, il y a eu sur de la blessure, il y a eu aussi sur de la fatigue, on va dire, extrême, hein. Ça m'est arrivé d'être vraiment au bout en ne pensant pas pouvoir aller plus loin. Il y a un abandon à la Réunion qui est un peu, il y en a même deux à la Réunion qui sont un peu différents. Un parce que je sortais de blessure et je pense que j'ai eu un peu l'orgueil de me dire avec un peu de fraîcheur ça va passer, mais en gros je suis arrivé pas du tout prêt. Mhm. Donc au bout de 30 kilomètres, je me suis rendu compte que j'étais incapable d'en courir 170. Voilà. Et une autre fois aussi à la Réunion où je me suis perdu. Donc je me perds, je loupe un point de passage. D'une part, je perds beaucoup de temps, je dois perdre 2 heures. Et en plus, en ayant loupé un point de contrôle, en sachant que si je continuais, je risquais d'être disqualifié. Donc, dans la Mhm. tête, c'est un peu compliqué de se mobiliser et de finir. J'imagine. On en parle très peu aussi profondément de l'abandon, hein. C'est un sujet
qui est très très important dans le trail, notamment dans l'ultra trail, puisqu'il est récurrent, hein. Toi, tu, quand tu abandonnes, tu penses à quoi? À ce que l'image que tu renvoies ou c'est vraiment par rapport à toi que ça te... Tu te dis j'ai défailli, vraiment, personnellement. Non, c'est vraiment par rapport à moi. Après, l'abandon, en fait, c'est quelque chose qui nous taraude pendant longtemps. Quoi, en tout cas, pour moi, c'est l'acte ultime d'une longue dégringolade et une longue défaillance, Mhm. où où je me rends compte que c'est irréversible. Parce que des coups de mou dans un ultra, des moments où ça va pas, il y en a plein et c'est normal. Mais s'il fallait arrêter à chaque fois qu'on a un gros coup de mou, je suis pas sûr de passer les 50 kilomètres sur beaucoup de courses. Donc non, mais ça c'est voilà, il faut savoir rebondir si ça va pas bien. Et donc l'abandon, il arrive quand on arrive à un moment où on n'arrive plus à reprendre le dessus, où il y a des phénomènes plus compliqués. Et moi, principalement, c'est mon intégrité physique. C'est-à-dire si je sens qu'il y a ou une blessure ou des douleurs qui me sont pas saines et qui me rendent impossible de continuer. Parce que d'avoir mal aux jambes, c'est normal, mais si ces douleurs sont trop importantes et qu'il reste encore 100 kilomètres, je me dis, je vais tirer dessus peut-être pendant encore 10, 20 kilomètres, mais ça va juste repousser l'échéance. Dans ce cas-là, vaut mieux arrêter plus rapidement. Mais bon, ce qui est difficile, c'est que l'abandon, une fois que la décision est prise, c'est un soulagement. Ça soulage de dire, ça va s'arrêter. Mais, le, mais ça soulage pendant, allez, une demi-heure, une heure. Et Et après, tu après, regrettes. la grosse difficulté, et après, c'est le regret. Mm. Et l'analyse en se disant, j'aurais peut-être pu faire différemment, j'aurais peut-être pu aller un peu plus loin. Mhm. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de prendre sa décision. Parce qu'elle est souvent, elle est pas souvent, elle est irréversible, cette décision. Toi, tu conseilles à partir du moment où on envisage l'abandon, de quand même prendre un léger délai même quitte à s'arrêter une demi-heure ou à plus bouger et pour y réfléchir, quoi. Ah, faut vraiment prendre le temps. Et typiquement, surtout maintenant, avec des courses où c'est même difficile d'avoir des dossards, où ça implique un long voyage, ça implique énormément quoi, de frais personnels pour la Mhm. famille, de se dire, moi, si je retourne à la Réunion une année, je me dis, mince, j'ai traversé, j'ai fait peut-être 8000 kilomètres pour venir faire cette course, je suis venu en vacances en famille. Euh, c'est pas pour arrêter maintenant. Ou ça fait un an que je me prépare, c'est pas pour arrêter maintenant. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment analyser tout ça. Quelqu'un qui a un dossard à l'UTMB, se dire ça fait 4 ans que j'essaye d'avoir mon dossard, je l'ai eu, ça m'a coûté une fortune, j'ai mal aux jambes, je vais pas arrêter pour ça. Ça fait des années que je me prépare, que je veux être sur cet événement. Après, et ça je l'ai fait plusieurs fois, c'est faut modifier son objectif. Et j'ai souvent tendance à dire, où il y a des fois où je suis venu pour faire la course, donc être à la bagarre, et je transforme l'objectif en finir la course. Mhm. Et de dire, voilà, bon, maintenant, l'objectif de la perf, il est plus là, si ce n'est d'aller au bout du chemin. Et là, voilà, faut savoir se poser les bonnes questions. Ça t'est arrivé souvent de finir une course euh, euh, pour la finir, entre guillemets, et pas la performer, et pas performer dedans? Ça m'est arrivé plusieurs fois où l'objectif de départ est parti, mais étant donné qu'il y avait il y a 2 tiers de la course, ou en tout cas une grande partie de la course qui ont déjà été faites, de dire par respect de tout le monde, de ma préparation, et pour pas le regretter, j'ai préféré souvent voilà, la finir un peu plus loin, en me disant c'est beaucoup plus facile pour moi en tout Mhm. cas de digérer une course qui s'est mal passée de En la par son terminant. résultat mais qui est finie qu'un abandon. Mhm. Très bien. Bon, bah c'est très intéressant, hein. On a bien approfondi le sujet là, c'est chouette. Euh, Comment tu vois ton avenir, alors sportivement dans un premier temps et puis professionnellement dans un deuxième temps? Sportivement, je pense que j'ai encore quelques années à faire
Donc quelques, je pense, c'est entre 2 et 15. Hein. Non, j'ai pas de vision, on va dire, de combien de temps je vais courir. Après, les années passant, la perf en absolu, ça devient compliqué, voire impossible de lutter contre des jeunes qui ont 15, 20 ans de moins, qui ont en plus, je pense, certainement plus de talent parce que le niveau évolue dans le trail et de Mhm. plus en plus élevé. Donc, continuer à pratiquer parce que tant que j'y prends du plaisir, que le physique et la tête ont envie, je vais essayer de m'entraîner, on va dire, sérieusement pour jouer le plus possible sur l'avant de la course. Après, si c'est pas pour la gagne, c'est plus pour un podium, un top 5, un top 10, peu importe, je prends toujours du plaisir à me préparer pour les courses. Donc ça va durer quelques années. Et après, au niveau professionnel, euh, j'aime bien, je vois en fonction en fait des opportunités. Et c'est vrai que là, ces dernières années, j'ai développé des produits stage trail avec différentes entités, avec des copains de droite, de gauche. Euh, je travaille de manière conjointe avec Val Thorens, avec Oka. Donc, c'est des choses qui, pour l'instant, fonctionnent bien, mais après, ça reste très précaire dans le sens où je suis prestataire pour ces entités. Donc, si eux ont des choix à faire, ça peut s'arrêter. Et ça, c'est normal. Mhm. Donc, à moi d'être assez dynamique et continuer à évoluer dans ce milieu-là où je prends beaucoup de plaisir. Donc, à l'heure actuelle, l'avenir professionnel, je le vois plutôt dans une continuité de ce que je fais actuellement, certainement avec des réorientations à la marge, mais je me revois pas tout de suite reprendre mon cartable d'ingénieur Mhm. et aller retravailler dans ce milieu-là. Et pour être honnête, il y aurait une remise à niveau à faire très compliquée quand on sort de la technique pendant 5 ou 10 ans. Y revenir, ça me paraît un peu trop ambitieux. Je vois très bien de quoi tu parles. Je viens de me rendre compte à l'instant que j'avais oublié, et je m'en veux terriblement, de faire un gros coucou à Vincent Guiliani qui nous avait remis en contact lorsque nous nous sommes rencontrés à Chamonix et avec lequel tu organises des stages trail à Fort-Calquier. Je suis désolé, Vincent. Et non, avec Vincent, c'était un beau coup de cœur entre Vincent et le THP, Trail de Provence, donc où j'ai participé à peu près, je pense, à toutes les courses, sauf à l'Ultra. Donc Vincent m'en veut encore, mais bon, un jour je prendrai le départ. Et du coup derrière, ouais, on a mis en place cette THP Academy et c'est vraiment chouette en fait de se retrouver là-bas. Pour des personnes comme nous de Savoie, déjà, c'est pas le même pays hein, quand on est. C'est le sud, il fait meilleur et voilà, c'est super sympa ces stages qu'on a mis en place avec Vincent. Ah, on salue Vincent et je le remercie encore de nous avoir mis en contact. Justement, qui souhaiterais-tu, bon, à part Vincent parce qu'il est déjà apparu dans le podcast, mais qui souhaiterais-tu voir apparaître dans le LTP? Mais ce qui est compliqué, c'est que j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait déjà une cinquantaine de personnes qui étaient passées par là et je ne les ai pas tous écoutés. Hein. Donc je ne sais pas qui est déjà venu. Non, mais si tu devais, Je pense si, que ce qui si est tu penses important, à quelqu'un là. je pense qu'il faudrait un petit côté féminin serait sympa. Et je vais te proposer, je ne sais pas s'il est déjà passé par chez toi, Audrey Tanguy. Ah, ben figure-toi que je suis en contact avec elle par mail et j'espère que ça va pouvoir se faire rapidement. Mais je suis déjà sur l'idée. Je pense que ça devrait bien fonctionner. Voilà, c'est cool. Je note ça. Je note ça et je te tiens au courant si ça peut se faire. Je vais te diffuser une petite question. Est-ce que tu peux répondre à ça, s'il te plaît? Bonjour Julien, tu Oui. fais partie des quelques rares ultra-trailers à perdurer dans le milieu. Donc ma question est simple, quels seraient tes conseils aux ultra-trailers et notamment aux futurs ultra-trailers pour durer dans ce milieu en étant performant et en évitant de se blesser?
Bon, alors j'imagine que tu as dû reconnaître qui était la personne qui t'a posé la question. Et est-ce que tu peux nous dire qui c'est et y répondre, s'il te plaît? Eh ben, je suis désolé, j'ai pas reconnu. T'as pas reconnu? Aïe, aïe, aïe. J'ai pas. C'est Pascal Eh Balducci. non, eh ben, tu vois, mais ce qui est rigolo, c'est que j'ai pas reconnu sa voix et j'ai beaucoup pensé à lui en entendant les questions. Alors ça, c'est certainement lié au fait que j'ai été diffuser la question avec mon téléphone que j'ai fait passer par l'intermédiaire du micro. Donc c'est pour ça que t'as certainement pas dû reconnaître la voix. Là, j'ai pas reconnu la voix, mais en fait, ce qui me fait sourire, c'est que j'allais citer Pascal dans ma réponse, dans le sens où, en fait, une des clés pour durer d'année en année, c'est vraiment un équilibre dans la saison et dans les phases d'entraînement, récupération. Mhm, Et en général, ceux qui durent pas très longtemps sont des personnes qui ont à la fois des très fortes progressions et qui ont l'impression de toujours pouvoir aller plus haut, en faire plus. Et il y a un moment, c'est vraiment l'image de la pente qui s'accentue, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, et d'un coup, ça tombe. Et en fait, le jeu, c'est d'essayer de grimper et de jamais basculer de l'autre côté. Et pour ça, je pense que l'équilibre dans l'année au niveau des courses est important, de pas trop en faire, l'été, le temps de récupérer, et même au sein d'un bloc d'entraînement de la semaine, de se laisser aussi un peu des jours de repos. Je pense que c'est la clé. Et d'ailleurs, Pascal avait écrit un article là-dessus qui était très intéressant sur une des séances clés qui était le jour de repos, quoi. Le repos est une séance à part entière dans la préparation. très bien. Bon, ben, Pascal, j'espère que tu écouteras cet épisode, j'en doute pas. Comme ça, tu auras la réponse de Julien. On arrive tranquillement à la fin de notre entretien. Est-ce que tu as un dernier sujet à évoquer dont on n'aurait pas parlé? On a évoqué beaucoup de sujets. Après, juste un dernier point, en fait, c'est sur l'évolution du trail, de l'ultra trail, avec une vision où tout le monde, j'ai l'impression, pousse pour faire toujours du plus long de l'ultra, que la finalité en soi, c'est de faire un 100 miles. C'est ce que j'ai fait, donc je vais pas du tout dire que c'est mal. Mais je pense qu'on n'est pas tous faits pour faire du long. Moi, j'ai pas la capacité d'être bon et de prendre du plaisir sur du trail court, du 20, 30 et même 40 km. Donc Mhm. voilà. Après, inversement, je pense que des personnes qui s'éclatent sur 20, 30, 40, faut pas qu'ils aient l'impression de dire ah, je fais que des petites courses. C'est pas du tout ça. Il y a des super trails à distance plus courte et si on s'éclate sur 30, 40, c'est vraiment pas une fin en soi d'aller sur du beaucoup plus long. Donc voilà, faut rester où on prend le plus de plaisir et en plus où on peut se préparer correctement. Parce que c'est une réalité, si on veut se préparer pour du long, qu'on habite dans une région qui est pas très montagneuse, qu'on a une charge de travail professionnel qui est importante, une vie de famille, il y a un moment, ça va être très compliqué, et donc c'est peut-être se mettre en difficulté. Donc je pense qu'il est vraiment important de rester sur des distances où on arrive à trouver un bel équilibre. Je suis très très content que tu abordes ce sujet-là. Très très content. Et très important pour moi ce sujet. Et Parce voilà, que parce moi. qu'il y a pas. Vas-y, vas-y. Non, 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 j'allais dire, il y a pas de petites courses, quoi. Et quand on suit un peu les courses dans le milieu, on voit les formats plus courts sur les courses en skyrunning ou les Golden Trail Series. Eh ben, c'est des courses, elles font 20, 30 km, mais il y a une densité, une intensité de l'effort qui me fait rêver. Mm, Mais moi, mm. j'en suis incapable. Mais les athlètes qui sont sur ces épreuves-là, la plupart n'iront pas sur de l'ultra. Et tant mieux. Et voilà, et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, pour des ultra-trailers, pour du trailer, du rapide, du moins rapide. Et voilà, c'est difficile. Et c'est pas comparable. Ça me fait penser aux remarques qui étaient faites. Ouais, mais il fait tant sur l'UTMB, il aurait battu un tel sur un 30 ou il est meilleur sur 40. Donc voilà, on a et on Mm, retrouve les questions. Usain Bolt au marathon, il vaut quoi? Kipchoge sur 100 mètres, il vaut quoi? Mais on mhm. s'en fout. C'est quasiment des sports un peu différents. Après, certainement qu'un Kipchoge sur 100 mètres, il serait peut-être pas minable, mais il aurait peut-être pas un niveau international. Et Bolt sur un marathon, est-ce qu'il est capable de le courir? On n'en sait rien et c'est pas le sujet. C'est clair. Non, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire et moi c'est un sujet qui me tient à cœur parce que
Effectivement, je pense qu'on a trop tendance à mettre l'ultra et notamment le 100 miles comme une finalité et je pense qu'on peut penser différemment et moi j'en suis absolument convaincu puisque moi le plus long que j'ai fait tu vois c'est les Templiers donc et mon objectif c'est pas forcément un jour de faire un 100 miles et bon ça fait rêver effectivement comme tu le disais tout à l'heure il faut avoir la possibilité de s'entraîner de le faire correctement et c'est pas toujours le cas donc il faut peut-être parfois réfléchir à ne pas se mettre en difficulté alors qu'on n'a pas commencé quoi. Je sais pas si j'ai été clair. Non, mais voilà, c'est ça. En fait, c'est comme plein de choses et comme au niveau professionnel. Et pour atteindre un objectif, il faut avoir un minimum de ressources. Et si on n'arrive pas à se les dégager, ça va être compliqué. Et alors, si en soi, bah, tu veux faire un 100 miles un jour, et bah, c'est se dire, bah, le jour où je peux me libérer du temps, où je suis, bah, peut-être que je mettrai les choses en place. Mais pas se dire, l'année prochaine, j'en fais un, coûte que coûte. Parce que bah, ça peut beaucoup trop coûter. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se dégoûtent complètement du sport à cause de ça Mhm. où justement l'entraînement devient une contrainte, où ils arrivent en rupture. Ah, ben, et ça me fait penser à plein de sujets comme au niveau de l'alimentation. Ah, mais c'est beaucoup de contraintes au niveau alimentation, c'est des contraintes pour aller t'entraîner. Bah, si ça devient des contraintes, c'est que ça va pas. Mhm. Ça doit être un plaisir d'aller s'entraîner, peut-être pas tous les jours, mais principalement au niveau de l'alimentation, c'est la même chose. C'est pas des contraintes alimentaires, c'est des habitudes alimentaires, Tout c'est à un fait. équilibre alimentaire, et c'est tout plein de choses. Si on le vit par la contrainte, ça peut pas fonctionner. Absolument d'accord à 200% avec ton dernier message, je le soutiens absolument. On arrive aux questions rapides de fin d'épisode. Alors, c'est des petites questions, des réponses courtes, sans argument. Tu es prêt? Après, Plat favori après la course. pizza. Boisson favorite après la course. Ah, mais c'est du classique, hein. Après, en général, 2 litres d'eau, c'est la bière. D'accord. Mais 2 litres d'eau d'abord quand même. Ouais, parce que la bière, elle passe pas tout de suite. C'est ça, c'est ça. Alors, tu en as parlé légèrement tout à l'heure. Gel, bar, les deux ou aucun des deux? C'est principalement en bar. Tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie? À la rafale de vent. Tu préfères les racines ou le verglas? Ah, les racines. Est-ce que tu préfères courir de nuit ou de jour? Ah, les deux ont leur avantage, inconvénient, mais je vais rester sur le jour. Sur le jour. Tu préfères courir l'hiver ou l'été? Même si j'aime pas les fortes chaleurs, je préfère quand même l'été. L'été. Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir? Pour l'entraînement, hein, on va dire. Ouais, ouais, non, le matin. Le matin. Quand tu cours, quand tu cours seul, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout? Euh, à 2 tiers, à 3 quarts, rien du tout, et à 1 quart, musique. Tu préfères courir seul ou accompagné? Accompagné. Très bien. Bon ben, Julien, c'était parfait. Écoute, j'ai passé 1 heure et demie très très agréable. Tu nous as partagé plein de super conseils et des belles anecdotes. Je te remercie énormément. Bah, avec grand plaisir. J'ai pas vu l'heure passer. Là, je vois le chrono 1h28. Tu J'aurais vois? pas imaginé que ce soit aussi long, donc c'était sympa. Merci. Bon, mais si t'as pas vu le temps passer, c'est que tu t'es pas ennuyé, donc ça me rassure. Ça va. Au top. Je te remercie beaucoup, Julien. Passe une excellente soirée, puis à très bientôt. À très bientôt. Salut. Au revoir. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité. Et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon/Let's Try le podcast. Patreon, P-A-T-R-E-O-N. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas,
Si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut, salut!